Infectiologue qui va parler du patient connecté, l'e-patient en fait, c'est le patient électronique au départ, et il va dire comment il l'a vu s'autonomiser, toutes les solutions, donner des exemples de solutions qui existent. Alors je laisse la parole. Non, merci, donc Guillaume Gras, merci beaucoup de m'avoir sollicité. Alors je pense... En fait, je suis infectiologue, donc on s'occupe des maladies infectieuses et donc du VIH. Et c'est intéressant comme on voit d'une spécialité sur une autre. En fait, le VIH, très tôt, du fait de la stigmatisation, il y a eu des associations de patients et les programmes d'éducation thérapeutique ont s'est quand même fait au cours des 20 dernières années, sacrément bougé par les associations de patients, mais souvent avec beaucoup de justesse. Donc on a l'éducation thérapeutique, nous ça fait un petit moment qu'on le fait. Et on voit quand même une modification complète du rapport médecin-malade qui était dans le temps très paternaliste et assez vertical, et qui maintenant est quand même beaucoup plus horizontal, et c'est tant mieux, et la connaissance augmente, et c'est parfait. Et donc en fait, ce qui est assez, et je vois là, je pense juste à ça, on va débuter une étude franco-canadienne où en fait sur des trucs de VIH, et en fait le conseil scientifique des étapes entre les études, c'est un conseil scientifique de patients. En fait c'est assez incroyable parce que, ça semble, ils sont quand même beaucoup plus, à mon sens, impliqués là-dedans. Ce qui me faisait penser que la première solution pseudo-connectée, c'était plus... électrifié que connecté, parce que c'était pas terrible, mais on envoyait des SMS un peu de temps en temps aux patients, et le truc qu'on avait complètement oublié, c'était ce que pensait le patient. En fait, c'était assez marrant, c'est qu'on était tellement obnubilé par notre point de vue qu'on en avait complètement oublié. Or, c'est celui qui est malade et c'est lui qui a besoin, quoi. Et donc, de ce fait-là, après, on a essayé différentes choses, et en fait, souvent, je pense à Michel Serres qui dit... ces nouveaux outils sont impressionnants, mais on n'a jamais imaginé qu'Internet nous aiderait de faire du covoiturage pour Paris à Tours. Et en fait, à chaque fois qu'on développe ces outils d'interaction avec un patient ou une équipe soignante, l'avantage, c'est jamais où on l'avait pensé, et l'inconvénient, jamais où on l'avait pensé. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, on avance comme ça. À mon avis, il faut qu'on soit tous ensemble, parce que sinon on va nous dicter des outils qu'on n'aura pas à nous, donc autant qu'on soit tous ensemble là-dedans. Mais petit à petit, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas bien, mais qui va sans doute être révolutionnaire. Là, on a des patients qui ont un pilulier électronique, donc ils mettent leur boîte de médicaments dans une boîte, et cette boîte a une carte SIM, et quand ils oublient de prendre leur traitement, ça leur fait un SMS. Alors on a fait cibler pour des patients qui ont vraiment du mal à prendre leur traitement. On peut avoir du mal à prendre son traitement parce qu'on a des soucis de mémoire, parce que la maladie elle reste là. Souvent dans le VIH, il y a des trucs comme ça. C'est au propre comme au figuré, donc les comprimés ils ont du mal à passer. Donc il y a plein de trucs comme ça, ou parce qu'on prend beaucoup de drogue ou de l'alcool. Enfin, il peut y avoir plein de causes différentes au fait d'oublier ces médicaments, et donc on envoie les SMS. Et s'ils ne prennent pas pendant 3 jours, là, ça nous contacte nous. Et en fait, moi j'étais sûr que les patients allaient dire « mais c'est Big Brother, vous êtes en train de me regarder ». Et en fait, on voulait faire ça pour dire « faut pas aller dans cette direction-là parce que ça n'a pas de sens ». Et en fait, pas du tout, ça n'a pas du tout été ce truc-là. Ça a été une forme, pas mal de patients décrivaient une forme d'alliance thérapeutique. Comme ça, je peux vous montrer à quel point on travaille bien, à quel point il y a un truc. Enfin, à chaque coup, on se fait un peu envoyer dans des trucs qu'on n'avait pas imaginés au début. Et actuellement, on fait une start-up, le mot est très grand, très pompeux pour la réalité que c'est, mais pour développer un prototype d'accompagnement des patients, pour effectivement ce parcours patient, prendre un rendez-vous, penser à faire la prise de sang, penser à, par exemple, moi je dois aller chez le dentiste depuis je sais pas combien de temps, j'ai jamais pris rendez-vous, enfin une espèce de facilitateur comme ça, pour que ce soit aussi facile le soin que Leclerc Drive, j'exagère un peu, enfin j'ai pas de, pour Leclerc je sais pas, j'ai pas de préférence, mais enfin voilà, les courses en ligne quoi.
le voient comme de la conversation en permanence avec un soutien avec leur père, une relation directe avec une équipe médicale. En fait, c'est tout ça, le patient connecté. Là, on se rend compte aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un patient, on se rend compte qu'il y en a plein de différents, qui ont des attentes différentes, et ça, on s'est un peu gaufré au début. Il y a aussi, attendez, je pensais à un truc important. Mince. Peut-être que... Ça fait 2 fois aujourd'hui. Moi j'ai été surprise en tout cas quand on en racontait, c'est qu'il y avait des tablettes utilisées par des personnes âgées pour qu'elles se souviennent de leur traitement effectivement, et puis qu'on puisse suivre leur constante également. Et de temps en temps, elles ne prenaient pas leurs médicaments, mais peut-être parce qu'elles décidaient de ne pas le prendre, et comme vous dites, elles avaient un appel du médecin de l'équipe qui disait mais enfin vos constantes montrent que vous ne prenez pas les médicaments, et elles n'acceptaient pas que c'était le médecin, elles pensaient que quelqu'un leur avait dit qu'il y avait justement l'œil qui les surveillait et que quelqu'un était allé les dénoncer parce qu'elles ne prenaient... Qui c'est qui vous l'a dit? Et en fait non, c'est juste en regardant les réponses, les données du Quantified Self que le médecin avait cette information. Ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on évoque ces trucs-là, j'ai retrouvé, finalement. Pour l'instant, je retrouve. Mais une alerte. En fait, ce qui fait peur dans tous ces trucs-là, c'est qu'on se dit va y avoir une perte du lien entre le médecin et le malade, qui est déjà pas extraordinaire, je suis d'accord, mais pas toujours. Enfin, des fois, je pense qu'on a beaucoup à progresser là-dessus, mais et donc on a l'impression qu'on va perdre ce lien, alors paradoxalement, sans doute on le renforce. Si quelque part créer un lien, c'est créer un lien. Si j'ai un moyen demain pour prévenir l'équipe soignante que j'ai un problème ou par rapport à X paramètres, on s'est rendu compte de façon passive que j'avais un problème, bah c'est un truc qui n'existe pas aujourd'hui, ce sera ça en plus. Donc on ne perd pas l'humain, on perd. Il y a une relation et... Bon, je suis un bisounours, moi je crois que non, mais bon, ouais. Après, faut que ce soit quantifié, ça. Et le patient, il a ce sentiment, s'il est content d'avoir des alertes et des rappels et des... Bon. Alors, en fait, là c'est pareil, on a mis des erreurs. Il y a des fois c'est trop, c'est pas adapté, enfin, il y a des fois c'est pas assez, il y a des fois, enfin, on imagine qu'on y va à tâtons et... En fait, c'est le patient qui se dose en termes d'alerte, parce que si on prend des exemples, il y en a aussi qui ont 3 applis pour arrêter de fumer. 3 comme ça, ils ont des soutiens beaucoup plus fréquents que... C'est étonnant, mais là, il y en a qui savent, qui savent se stimuler, voilà. Donc, oui. Il y a pas mal aussi, le souci aussi, c'est développer une appli, mais souvent, enfin moi, souvent quand je télécharge une appli, une semaine après, je m'en sers plus. Et donc là, il faudrait quand même que ce soit quelque chose qui soit utile. De toute façon, au final, il ne restera que des trucs qui sont utiles, quoi. Enfin, pour le patient, à mon avis, sinon, ça ne sera pas utilisé. Enfin, qu'un truc qui marche, quoi. Le patient, maintenant, il y a des Living Labs, notamment, et donc ils sont aussi convoqués où ils disent rien de ce qui se fera ne se fera sans mon avis, et donc soit ils évaluent leurs besoins et ils cherchent les industriels pour pouvoir garder la gouvernance des projets, soit ils collaborent à des applis pour les créer maintenant, mais ils sont impliqués, ils produisent eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Donc c'est aussi une prise en charge, une auto-prise en charge qu'on n'imaginait pas, et une indépendance. Mais et vous avez des exemples d'applis qui ont été réfléchis mixtes avec les équipes et les patients? Alors, oui. Non, mais je suis mauvaise. Non, en fait, ce qui est assez... non, mais en fait, il y a des trucs qui ont été faits très bien par des patients et pour des patients des applis. Mais en fait, les médecins ne les utilisent pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Il y a des applis qui ont été faits par des médecins. Que les patients et puis il y a aussi des firmes pharmaceutiques qui ont fait des applis parce que bon, c'était intéressant de aussi communiquer, enfin c'est important de communiquer sur les produits et machin, et puis c'est vrai que là pour le coup c'était pas, donc on voit qu'il y a un espèce de truc à trouver, je crois, enfin ça va aller vers ça, mais que chacun s'y retrouve entre guillemets.
Et avant de laisser la parole à la salle, pour conclure chacun, est-ce que je vais faire un tour de table et demander à chacun de dire ce qu'il pense actuellement aujourd'hui de la relation patient-soignant, comment il la voit, vous concrètement, Madame Chillou, et puis après on reviendra, vous faites un vœu, qu'est-ce qui pourrait l'améliorer également alors moi je pense que la relation patient-soignant, il faut qu'elle se fasse des deux côtés, effectivement. Il faut que le patient déjà relatif soit sur sa maladie, son état de santé, pour mieux comprendre le médecin. Et le médecin, il faut qu'il se mette à la place du malade, qui n'a pas toujours envie de se soigner ou qui n'a pas toujours envie d'écouter le médecin. Je pense que le dialogue est très important et ça, pour moi, il faut garder le dialogue entre son médecin, le médecin et le patient ou les infirmières. Dialoguer, c'est très important. J'ai rien contre Internet, mais je trouve que le dialogue, c'est quand même plus important. S'exprimer, pouvoir s'exprimer sans être jugé, surtout. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, quand on est parent d'un enfant malade, pouvoir dire ce qu'on veut faire avec notre enfant ou si c'est interdit, qu'on l'a fait pour lui faire plaisir, mais pas être jugé, voilà, c'est ça. Et le patient, il ne faut pas qu'il juge le médecin parce que, voilà, lui, c'est la médecine, il connaît c'est son boulot, il veut conserver le patient sans qu'il ait trop soit trop abîmé, et voilà. Je pense que le dialogue, c'est important. Donc une parole décomplexée, peut-être dans un environnement qui soit moins figé, peut-être oui, voilà, oui. Que ce soit facile, qu'on parle avec nos mots à nous, quoi. C'est vrai que des fois, les médecins, ils parlent et on les écoute, mais moi, je comprends rien. Voilà. C'est que ce soit le dialogue, je sais pas trop comment dire, mais faut pas qu'il y ait de sujet tabou, quoi. Faut que le patient il ait ici envie de dire quelque chose à son médecin, qu'il puisse le dire sans que son médecin se mettre en colère ou lui dire mais je vous avais dit de pas faire ça ou je sais pas trop comment. Moi je vous fais confiance pour ça. Je pense que vous avez la diplomatie et l'expérience pour instaurer une relation. Horizontale, on va dire. Et je peux rajouter un petit mot. Pour nous, il y a eu quelque chose de très important aussi, c'est l'association. Ça, je trouve que ça, c'est un complément, c'est un vrai soutien. Oui. On nous a, donc à Trousseau, on nous avait proposé au départ d'aller à l'association, mais c'était trop tôt, donc il fallait qu'on y réfléchisse. Et maintenant, on fait partie de l'association et franchement, c'est quelque chose qu'on ne regrette pas parce que là, il y a l'expérience déjà des parents qui ont eu des enfants hémophiles. Après, ça peut être d'autres maladies, il n'y a pas que l'hémophilie. Et ça, je pense que ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que chacun a sa place et que c'est vrai qu'à côté des soins, il y a la parole entre nous et il y en a besoin de cet espace-là aussi. C'est ça, c'est qu'en fin de compte, il y a le médecin, et il y a les parents, et il y a l'expérience de d'autres parents, et ça fait beaucoup aussi avancer les choses, et ça nous fait comprendre beaucoup de choses au niveau aussi de la médecine, et ça c'est très important. Merci. Madame Grosse, s'il vous plaît. Oui, je vais rebondir sur l'association, parce que oui, c'est pas que de l'échange entre pairs, il y a de la production de connaissances dans ces endroits-là, il y a une vraie réflexion scientifique, il y a aussi les savoirs expérientiels collectifs, les médecins, ils vont attendre de lire dans une revue quelque chose pour valider que cet effet indésirable, il existe. Les patients, ils se réunissent, ils le constatent chez les uns, chez les autres, et des fois, du coup, ils ont des années d'avance sur leur médecin. Les malades du sida, l'hypodystrophie, ils savaient à quel médicament c'était dû quand les médecins leur disaient « Ah bon, vous croyez on n'est pas sûr. Ah bon, vous pensez vraiment que c'est un effet secondaire ?» Alors que les patients le savaient très bien.
Donc, et puis après, leur rôle, c'est de mettre à l'agenda des chercheurs. On sent ça, on a cette impression, à force de parler entre nous. Et puis ils vont mettre à l'agenda des chercheurs ils vont ensuite confirmer scientifiquement. Il y a pas mal de choses qui sont passées de cette manière-là. Donc pour en revenir à la relation médecin-malade, je crois qu'il y a beaucoup de défiance. En ce moment, je fais une recherche où j'observe les cours en médecine générale, des études des internes, toute la journée, tous les mercredis. Et j'écoute ces jeunes internes parler de leurs patients. Et ils sont tous jeunes médecins et ils sont déjà dans une position de défiance quasiment systématique parce que on leur apprend à ne croire que les résultats biologiques, à ne croire que ce qui est objectivable, à ne croire que la machine. Et donc quand le patient se plaint, quand le patient raconte, ils n'en tiennent, enfin c'est pas audible pour eux. Et ça c'est ressenti. Je pense que quand Madame disait ne pas être jugée, il y a de ça, il y a aussi de ça. C'est soit pas écouter, soit du jugement. Donc pas de défiance évidemment, et qui prennent en compte aussi que les patients d'aujourd'hui sont vraiment différents des patients d'il y a 20 ans, mais sauf que eux, leurs profs, c'est les mêmes, ils ont été formés il y a je sais pas combien de temps, et du coup on a toujours un peu de retard, quoi. Effectivement, les patients, enfin, c'est encore des généralités, hein, et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Il y a de tout, et peut-être que ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui sont le plus en empowerment, donc peut-être qu'on a une vision un peu biaisée les uns et les autres, mais voilà, les patients sont sur Internet, ont accès à l'information savante, sont parfois producteurs de connaissances, et ça, évidemment, ça bouleverse la relation médecin-malade, et c'est pour ça que je convoquais la notion de partenariat. Et donc, au lieu de se sentir chahuté, voir dans le patient quelqu'un qui peut vous améliorer, qui a des informations qui vont enrichir vos connaissances, et tous les deux créer un savoir commun, vous avec votre connaissance académique et le patient avec son savoir d'expérience et même scientifique, parce que il a des analyses à force de s'observer, il s'est mis en observation aussi, donc il sait ce que c'est qu'un objet de recherche, parce que souvent il est son propre objet de recherche, donc il en connaît oui, il a échangé avec plein de gens, il peut avoir lu, parce que les médecins ont toujours appris auprès de leurs malades, donc quand on leur dit il faut que vous appreniez près de leurs malades, mais ils ont l'impression que c'est ce qu'ils font tous les jours, puisqu'ils apprennent d'un malade à l'autre malgré tout, mais quelque part pas de ce que dit le malade, de ses symptômes, de la manière dont il a réagi aux médicaments. Donc eux, quand on leur dit il faut que vous appreniez des malades, donc il faut qu'on trouve une autre manière de l'exprimer, en fait, le type d'apprentissage dont il est, autour duquel une autre ambiance. Et vous-même, quelle relation vous souhaiteriez pour des e-patients et des e-médecins? Moi, peut-être le mot que j'aime bien, c'est alliance. Je trouve qu'il est pas mal. Après, je pensais par rapport aux médecins. Moi j'ai une vision un petit peu plus optimiste. C'est plus jeune. Il y a aussi par rapport à la jeunesse médicale, c'est quand même un métier pas facile, et on dit de l'expérience naît l'incertitude. Hein. Mais alors ça, c'est sûr que de l'expérience naît l'incertitude. C'est vrai qu'au début, on a tendance à avoir l'impression de tout savoir, et après on se rend compte que c'est quand même très compliqué. Il y a des trucs assez intéressants, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps les simulations. Et en fait, j'en ai fait une, et en fait, on est dans le public, et puis on voit un collègue qui annonce une séropositivité. Alors, à un moment, c'est un naze et tout, et en fait, on se met à la place, et là, on se rend compte que c'est assez intéressant d'avoir. Donc, il y a quand même une marge de progression. Enfin, on a quand même l'impression. Le milieu médical est très conservateur, je suis d'accord, mais qu'il avance quand même un petit peu vers des choses plus, des alliances thérapeutiques meilleures, à mon avis. Des jeux de rôle aussi, on pourrait même inverser que le patient joue le médecin. Et là, et c'est incroyable. Il faut imaginer aussi qu'on a sans cesse en consultation, on tient un rôle à longueur de journée, et donc c'est vachement difficile de se mettre à l'extérieur. On voit rarement des consultations d'autres.
Donc il y a plein de choses, mais ces simulations, c'est vachement vrai, intéressant. se mettre en perspective, c'est pas facile. Hein. C'est une leçon aussi. Et pour le docteur Griffoul, alors, quel espoir? Merci. Oui, ça va rebondir un peu sur ce que vous avez dit, et je suis assez d'accord avec Guillaume. J'ai pas la même analyse que vous. Et moi, j'aurais trouvé qu'ils ne sont pas déjà défiants. Ces médecins, ils sont encore défiants. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont pas acquis ce qui leur permettait de ne plus l'être, parce probablement la confiance fait qu'au départ, on a besoin d'affirmer ce qu'on sait, et qu'on ait confiance en nos soins et en la valeur de ce qu'on propose, et pas tellement, on n'a pas vu le reste. Et moi, ce que je retiens de la relation là, et ce qui probablement évolue tous les jours, qui va évoluer encore et qui m'a fait évoluer, c'est vraiment cet enrichissement. Et je pense que les consultations qui sont les plus pertinentes, c'est pas celles où on parle que de la maladie, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut s'affranchir de l'urgence ou du symptôme, de la souffrance, de l'effet indésirable, évidemment. Par contre, j'ai la chance de pouvoir faire des consultations, encore là, de 30 minutes. Et finalement, quand on a 10 minutes, ou même plus, où on ne parle pas de ça, eh bien, il y a toujours un intérêt, parce que bien souvent, on va se rendre compte que tel événement a impacté ce qu'on avait constaté en termes d'adhésion, en termes d'effets indésirables, en termes de plus de fatigue, plus de douleur. Et c'est jamais anodin d'aborder ce genre de choses. Et le patient a l'impression, évidemment, bien sûr, qu'on prend l'ensemble en compte. Et le fait de s'asseoir à côté de lui sur la table d'examen pour aborder d'autres choses qui n'ont rien à voir, peuvent quand même alimenter cette relation. Et évidemment, pour nous, je crois vraiment apprendre vraiment ce qui est le métier et la suite, quoi. Vraiment pour l'avenir. La santé n'est pas que la médecine, donc c'est la vie, un état de bonheur complet. Très bien. Et est-ce que dans la salle, il y a des questions concernant la relation patient-soignant et ces nouveaux médicaments? Et c'est le moment. Oui. Alors, la question est très claire dans ma tête, mais je vais essayer de la formuler pour qu'elle soit aussi bien. La dernière fois que j'ai eu une gastro, j'ai réussi à me convaincre en 2 clics sur Internet que j'avais une maladie cœliaque et que je développais une intolérance au gluten. Finalement, j'avais juste une gastro-entérite comme tout le monde à cette période de l'année. Le gros problème, en fait, j'ai l'impression qu'on a un accès à l'information en tant que patient qui est un peu sur tout et n'importe quoi. Et en quoi le médecin peut-il garder son avis par rapport à une multitude d'informations, et aussi comment le médecin peut amener un sens critique sur la sélection de l'information auprès de son patient, puisque de toute façon, il est dans un empowerment de par lui-même. Oui, c'est... Non, je vais répondre, mais alors voilà, sur ma petite partie de la fenêtre, où j'ai collaboré à des travaux dans la section Internet et éducation thérapeutique de la Société de rhumatologie, et où en fait ça nous est apparu comme une évidence assez vite, c'est-à-dire avec le développement, l'explosion des sites, la multitude des sites, puis la variabilité d'un jour à l'autre, le fait de ne pas retrouver une info qui était là la veille, et quelle est sa qualité, etc. Et donc on a formalisé un certain nombre de choses pour conseiller, plutôt que pour dire ça c'est bien comme site, mais pour conseiller le patient dans sa recherche, dire à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut identifier, donc des liens commerciaux, d'éventuels argent qui serait demandé, de bien se méfier de ce qu'on peut confier comme information sur des sites 2.0 plutôt en échange, et puis effectivement comment intégrer ça dans la relation de tous les jours avec le patient au quotidien. Et ça, on avait démontré que la plupart des médecins ne posent pas la question. Êtes-vous allé sur Internet? Allez-vous sur Internet? Ou en tous les cas, que le médecin dit non, je crois que mon patient n'y va pas, parce que vraiment, j'ai vraiment fait tout ce qu'il faut pour l'y aller pas. Je vais vraiment beaucoup expliquer les choses. Alors qu'en fait, 80% des patients, minimum, toute tranche d'âge confondue, et presque plus dans la tranche 50-65, y vont. Et effectivement, c'est ça, cette pertinence où on peut tout interpréter. Je crois que le message aussi, c'est que surfer ne va pas être consulté. C'est aussi le message, c'est que ça ne remplace pas le conseil médical, même si ça peut être un support de discussion ou un début d'échange qui peut commencer par là. Je me disais que par exemple, on voit que quand on transmet aux étudiants, désormais on ne transmet plus la connaissance parce qu'on l'a partout, mais plutôt une forme d'expérience. Et le seul, je ne sais pas, est-ce que vous pensiez à un truc particulier? Comment faire pour quelqu'un chez soi, quand il a une gastro, il sache qu'il a une gastro et pas une maladie cœliaque? C'est une vraie question. Hein.
Non, je pensais que on est plutôt dans une situation où, mais même nous en tant qu'enseignants, les étudiants vont chercher beaucoup d'informations sur tous les sujets et pour autant ils n'aiment pas qu'on sache pas. Donc quand vous êtes dans une situation où le médecin est en face de vous, soit il vous impose un savoir et c'est dissonant avec ce que vous avez lu sur Internet, soit il est pas tout à fait sûr, il n'a pas encore arrivé à son diagnostic et vous voulez arriver à cette solution. Donc on va un peu, c'est comment on peut rendre cet outil, toutes ces informations foisonnantes sur Internet pertinentes et en quoi elles peuvent améliorer cette relation médecin-malade et pas la détériorer plutôt. Moi, je pense que de toute manière, c'est un état de fait. Internet est là. En plus, c'est un espace libre qui se prête pas à de l'archirégulation. Alors, il y a des sites qui sont label on code, dont on sait qu'ils respectent un certain nombre de normes, mais peut-être que dans les sites que vous avez consultés, il y avait ces normes-là, donc ça change rien. Maintenant, c'est pas que fauteur de troubles. Il y a des études qui ont montré aux États-Unis que les patients avec un cancer qui allaient se faire soigner à la clinique d'à côté et les patients avec un cancer qui accédaient, eux, au centre d'excellence je ne sais où, eh bien, ils ont regardé comment ils étaient arrivés, mais ceux qui étaient au centre d'excellence, ils avaient surfé sur Internet pour je ne sais combien d'entre eux et pas ceux qui étaient dans la clinique du coin. Donc voilà, donc on a prouvé que ça améliore l'accès aux soins dans les endroits, les centres de référence. Enfin, on les trouve comme ça. En France aussi. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, à mon avis. Et par contre, il faut que les médecins autorisent à faire apparaître ce tiers absent qui est Internet. Parce que si vous revenez chez votre médecin en disant j'ai vu ça sur Internet, j'ai peur et que vous vous faites pas engueuler, vous serez rassuré en 2 secondes parce qu'il vous dira pourquoi c'est absolument exclu, quoi. Or, il y a une étude pas très récente, mais une étude française qui montrait qu'un malade sur 2 n'osait pas dire à son médecin qu'il allait sur Internet. Et voilà, donc il faut absolument pouvoir s'autoriser à le faire, et là, dans ce cas-là, le médecin pourra réorienter. Maintenant, grâce à Internet, il y a eu aussi des médecins qui ont témoigné de patients qui trouvaient leur diagnostic. Il y a des articles là-dessus, hein, donc il peut y avoir du bon. La mutualisation des connaissances des patients. Il y a un secret médical aussi, parce que les patients exposent vraiment la masse. C'est très particulier. Ça vient d'eux, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Serait-il le temps de conclure? Alors, je vais demander au professeur Emmanuel Ruche de venir dire quelques mots de conclusion et puis vous remercier de votre attention. Pour la conclusion, je préférais reprendre un certain nombre de points qui ont été dits, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des points qui étaient... Alors quand je vais reprendre des points, c'est forcément injuste, parce qu'il y a plein de choses qui se sont dites, et forcément je vais sélectionner, mais il y a des éléments, je trouvais, qui résonnent très fort sur cette relation patient-professionnel. Alors je vais le faire dans l'ordre, Madame Chiou. Moi j'ai entendu la notion, votre volonté d'indépendance pour vivre la vie de façon indépendante. Et ça, je pense que c'est un point très important, parce qu'on va parler de la volonté ensuite des professionnels, mais il y a la volonté des patients, et ça me semble un élément majeur. Vous avez également utilisé l'expression « mise en confiance ». Et je pense que dans cette relation patient-professionnel, cette relation de confiance qui est indissociable du partenariat qu'Olivia avait évoqué ensuite, ou de l'alliance peut-être, même si les termes peuvent être discutés, il n'y a pas de partenariat sans estime entre pairs finalement. Et de ce fait, il y a forcément une mise en confiance. Et j'ai trouvé ces mots très forts. Et de la même façon, j'ai entendu dans votre bouche, en évoquant le parcours de Théo, le fait qu'il évoluait.
et un patient évolue. Et d'ailleurs, le médecin aussi évolue. Et donc cette relation se fait notamment dans les maladies chroniques dans une perpétuelle évolution de l'un, il me semble, et de l'autre. C'était Isabelle qui avait cité à un moment donné son expérience à elle, qui était cette évolution et cette révolution vers l'autonomie qu'avaient constitué les biomédicaments pour certains d'entre eux, autonomie du patient, et ce que cela avait entraîné en termes d'évolution des professionnels de santé aussi. Pour reprendre quelques éléments aussi que j'ai notés du côté d'Olivia, elle a évoqué la notion de préférence des patients. Elle a évoqué, et ça me convient très bien en tant qu'enseignant, professeur aussi, alors plus très jeune hein, comme les autres, mais les connaissances sont thérapeutiques. Et effectivement, je pense que pour être enseignant, il faut croire qu'il faut avoir la foi que ce que l'on partage, ce que l'on tricote ensemble va être source d'émancipation et donc de thérapeutique et de thérapie derrière. Et forcément, Olivia a évoqué la posture éducative du médecin, mais j'aurais tendance à dire que c'est la posture éducative de tous les professionnels de santé. Et autant dans les référentiels de formation des infirmiers, infirmières, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, maintenant avec le nouveau référentiel, et j'en oublie un certain nombre, on retrouve cette posture éducative qui est affirmée. Autant je pense que dans le domaine de la faculté de médecine, il y a peut-être encore une progression pour positionner le médecin dans une posture éducative. Et effectivement, ça me semble, pour pouvoir construire cette relation partenariale, un élément majeur. Ça a été discuté par l'ensemble des personnes. On a bien vu qu'il y avait ce qui a été évoqué comme un savoir savant et un savoir expérientiel. Et que ces deux savoirs sont dans une relation de réciprocité, ou en tout cas il n'y a pas de hiérarchie, il y a simplement une construction de ces savoirs et une émanation de ces savoirs un peu différentes, mais ces deux savoirs sont indispensables dans cette relation partenariale. Alors je terminerai peut-être sur la e-santé. Parce que en écoutant Guillaume, on a retrouvé un petit peu j'ai eu le sentiment de retrouver les éléments précédents, et notamment lorsqu'il a évoqué que finalement une bonne application, en e-santé j'entends, était une application partagée, dans une construction qui puisse être utile aux uns, certainement aux autres. Et sur le fait que finalement, quand on tisse des liens, quels qu'ils soient, à condition qu'on les resitue dans un contexte global, quand on tisse des liens, finalement, on enrichit les liens, à condition qu'ils ne viennent pas détruire d'autres liens, ou qu'ils ne viennent pas forcément se substituer entièrement à d'autres liens. Donc, des outils qui doivent participer dans un contexte plus global de construction d'une relation partenariale. Je terminerai sur un dernier point qui a été à chaque fois rapporté par l'ensemble, c'est la place des associations. La place de ce collectif des associations de patients et d'usagers qui permet d'être sans doute un soutien à un patient ou un usager isolé, et donc un facilitateur dans la relation professionnelle patient, dans le sens où il y a un colloque singulier, mais dans la construction de ce colloque singulier, qui n'est pas finalement si singulier que ça, puisqu'il y a des associations de patients d'un côté et qu'il y a une équipe soignante de l'autre. Et si on va jusqu'au bout du partenariat, alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à cette interprétation du partenariat, la question est peut-être, dans cette relation patient-professionnel, est-ce que le patient est un membre de l'équipe soignante ? Mais ça, c'est peut-être une vision très québécoise, et je ne sais pas s'il faut la transcrire totalement. Mais voilà, je ne suis pas compétent pour aller sur ce domaine-là. Voilà ce que j'avais envie de reprendre de ces échanges. Je vous remercie en tout cas.
Il nous reste à vous remercier, les intervenants qui sont venus partager leurs connaissances académiques, expérientielles. Et puis, je laisse la parole à Madame Descartes. Juste 2 mots pour remercier toutes les personnes qui ont permis que ce projet ait lieu, la région bien sûr d'abord, le professeur Hervé Vattier qui nous a associés à ce grand projet, ce beau projet biomédicaments dont on vous a présenté un certain nombre de recherches et d'événements. J'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur ce projet biomédicaments. On a encore plein d'idées à développer, plein de problématiques qui se sont posées et on espère pouvoir organiser à nouveau dans les années qui viennent des rassemblements de ce type-là de façon à pouvoir diffuser la connaissance sur les biomédicaments et sur les recherches en cours auprès de la société civile parce que c'est aussi une de nos missions. Nous vous invitons maintenant à passer de l'autre côté de la salle avec une partie cocktail et puis pour ceux qui ne les ont pas encore vus, l'exposition sur les objets historiques de la médecine et puis sur nos recherches qui sont présentées sous forme de posters. N'hésitez pas à nous interviewer, à nous appeler, à nous poser des questions. On est là pour répondre à vos questions. Merci.